All rise, veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning. Bonjour à tous. Donc nous sommes enfin au prétoire numéro 1. Bonjour monsieur le témoin. Bonjour monsieur. Bonjour maître. Conseil du témoin. Hier, nous avons reçu une copie de courtoisie qui n'a pas encore été déposée. C'est une requête de la part du Conseil de règle 74 du témoin. Je pense que nous allons donner les garanties de la règle 74, comme nous l'avons fait pour tous les autres témoins jusqu'à maintenant. Donc, si vous êtes d'accord, nous allons travailler exactement comme d'habitude. Donc, donner les garanties de la règle 74. Je vous parle, maître. Vous êtes d'accord pour que nous fassions cela? Oui, Monsieur le Président, nous sommes d'accord. OK. Très bien. Donc, monsieur le témoin, je vais tout d'abord vous demander de vous présenter, nous donner votre nom complet et date et lieu de naissance, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Je me nomme Twali Bayi Williams. Je suis né le 16 février 1968 à Abidjan. Where? Vous êtes né où exactement? À Abidjan, Côte d'Ivoire. And you are an Ivorian. Et vous êtes citoyen ivoirien, n'est-ce pas? Monsieur le Président. Can you tell us Quelle était votre profession lors de la crise? Donc à la fin 2010, début 2011. Quel était votre métier? De carrière, Monsieur le Président. Officier, particulièrement. can you tell us Pourriez-vous nous donner votre grade en 2010-2011? En 2010-2011, j'étais commandant, Monsieur le Président. you and now? Maintenant? Puis lieutenant-colonel. And you're still in service. Toujours dans l'armée. So now I give you some Je vais maintenant vous donner quelques consignes et quelques informations préliminaires pour que vous soyez à l'aise. D'abord, nous allons vous appeler Monsieur le témoin. On vous appellera toujours Monsieur le témoin. C'est ainsi que l'on procède en salle d'audience. On ne donne jamais le nom du témoin, on dit toujours Monsieur ou Madame le témoin. Alors, s'il y a un moment ou un autre
vous voulez parler de quelque chose avec la chambre, vous ne vous sentez pas à l'aise, vous avez un problème, eh bien, faites-moi signe, communiquez-moi votre problème et la chambre fera en sorte de trouver une solution. De plus, si à un moment, vous préférez répondre en huis clos partiel, c'est-à-dire donner votre réponse afin qu'elle ne soit entendue que par les gens qui sont dans le prétoire et pas par l'extérieur, faites-le moi savoir et la chambre statuera pour voir ce qu'il convient de faire. Alors maintenant, en ce qui concerne l'auto-incrimination éventuelle, sachez que tout d'abord, un avocat vous a été commis. Donc il est là pour vous donner des conseils juridiques au cas où une de vos réponses risquerait de vous incriminer. Maître Diarra-Souba est bien à vos côtés. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. Il est à vos côtés. Et si à un moment vous hésitez à répondre, demandez-lui son avis. Et ensuite, soit répondez d'une façon ou d'une autre, suite à son conseil. Donc soit en audience publique, soit à huis clos partiel. De toute façon, la Chambre vous garantit, au titre de la règle 74.3 du règlement de procédure et de preuve, que tout ce que vous direz ici ne sera jamais utilisé, soit directement, soit indirectement, contre vous, devant quelque poursuite éventuellement engagée par cette Cour, ultérieurement. À part, bien sûr, une affaire engagée au titre de l'article 70 et 70.1, c'est-à-dire outrage à la Cour, mais ça, c'est si vous ne dites pas la vérité, par exemple. Donc, si on vous pose une question qui pourrait vous auto-incriminer lorsque vous répondez, la réponse sera donnée à huis clos partiel et elle restera confidentielle. Toutes les parties qui vont vous poser des questions sont responsables de cela et doivent demander à passer à huis clos partiel au cas où ils auraient une question à poser qui risque de provoquer une réponse qui vous incriminerait. Et le conseil commis d'office, bien sûr, doit être là et être très vigilant pour vous conseiller intelligemment, bien sûr. Vous avez bien compris? Compris, Monsieur le Président. Very well. Réponse merci. Alors maintenant, parlons des langues. Parlons de l'interprétation et de la transcription du dossier. Vous allez témoigner en français. Et moi, comme vous pouvez le remarquer, je parle anglais. Mais il faut pourtant qu'on se comprenne. Et pour ce faire, premièrement, nous devons parler lentement, afin de donner le temps aux interprètes et aux sténotypistes, les premiers d'interpréter nos propos, les deuxièmes de les consigner. Donc, s'il vous plaît, écoutez la question qui vous est posée et ensuite ménagez une pause. Il faut que vous attendiez que l'interprète ait terminé de traduire dans l'autre langue avant de répondre. Et bien sûr, la personne posant la question doit faire la même chose, attendre la fin de votre réponse, attendre la fin de l'interprétation de votre réponse avant de répondre. Alors, si vous allez trop vite ou vous prenez la parole trop rapidement, je vous ferai signe de ralentir ou de ménager la pause. Compris? Monsieur le Président. Now we come to your testimony. Question. Très bien. Maintenant,
parlons de votre déposition. Vous savez bien sûr que cette chambre a été saisie de l'affaire Le Procureur contre messieurs Gbagbo et Blé Goudé. Et vous avez été cité en tant que témoin afin d'aider la Chambre à trouver la vérité sur ce qui s'est passé. Donc les avocats vont vous poser des questions. D'abord, ce sera les représentants du bureau du procureur. Ensuite, la défense de M. Gbagbo et Blé Goudé. D'abord celle de M. Gbagbo, ensuite celle de M. Blé Goudé. Et votre seule obligation est de répondre aux questions avec véracité. To this effect, Et pour ce faire, pour que vous y engagiez, je vous demande justement de lire l'engagement solennel qui est devant vous. Veuillez en donner lecture, s'il vous plaît. Je déclare solennellement que je dirai la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. thank you very much. Merci. Dernière consigne que je suis tenue de vous donner. Le faux témoignage est un délit devant cette cour et est donc sanctionnable. Il faut juste que je vous prévienne. Nous sommes prêts. L'interrogatoire peut commencer. Si cela vous va, je vais donner la parole au représentant du bureau du procureur pour que l'on commence l'interrogatoire. Vous êtes prêts? Vous êtes prêt, monsieur le témoin? Je suis prêt, Monsieur le Président. Okay. Mr. McDonald? Le président. Monsieur MacDonald, la parole est à vous. Monsieur MacDonald, je vous remercie. Bonjour, monsieur le témoin. Bonjour. Excuse me. Just to, Juste une chose que j'aimerais ajouter, dit le président. Nous avons tous pris connaissance de votre requête envoyée ce matin. Et lorsque le cas se présentera, eh bien nous trancherons. Monsieur McDonald, désolé, c'est une négligence de ma part. C'est absolument ma faute. Le président, de toute façon, ce n'est pas grave. Nous déciderons au fil de l'eau. Et monsieur MacDonald, oui, de toute façon, ce sera à la deuxième séance, sans doute. Pour vider l'affaire et que les choses soient claires et gagner du temps, nous n'avons absolument aucune objection et nous comprenons tout à fait ce qui peut arriver. Alors, je tiens à remercier mon collègue. well, thank you very much. Président, merci beaucoup. Oui, Monsieur le Président, l'étude de défense de Monsieur Charles Blé Goudé n'a pas d'objection. Alors, merci également. So no objection. Président, il n'y a pas d'objection. Dans ce cas-là, la question ne va même pas être soulevée. Allez-y. Et merci beaucoup à tous pour leur esprit de coopération. Allez-y, Monsieur MacDonald. Et je prends également l'occasion de saluer Maître Diarra-Souba qui se joint à nous. Nous avons eu des contacts, je comprends bien, pour la représentation du témoin. Monsieur le témoin, vous voyez, je vais vous appeler Monsieur le témoin, car c'est la façon de procéder dans cette salle. Également, vous notez que, comme ça a déjà été expliqué, nous parlons français et nous devons respecter la règle des 5 secondes entre les questions et les réponses pour permettre à l'interprétation et la traduction de suivre. Alors, pour débuter mes questions, Monsieur le témoin, j'aimerais qu'on revienne un peu sur votre biographie, si on veut, au sein de l'armée. Je n'ai pas l'intention d'aller
sur tous les titres ou toutes les fonctions que vous avez exercées au sein de l'armée ivoirienne. Mais j'aimerais tout simplement, dans un premier temps, savoir à quelle date êtes-vous entré dans l'armée? Merci, Monsieur le Président. Je suis rentré dans l'armée tout d'abord à l'école militaire préparatoire technique. Donc dans les années 79, où j'ai fait mon cycle secondaire jusqu'en terminale. Ensuite, je suis allé à l'université et j'ai rejoint l'école des officiers dans les années 90. Donc je pourrais dire que je suis rentré véritablement. J'ai commencé ma carrière militaire en 90. Très bien. Je vais me focaliser sur une fonction particulière au sein de votre carrière. Vous avez été le chef de corps du premier BCP. Pourriez-vous nous dire à quelle date avez-vous débuté cette fonction? J'ai été chef de corps du premier BCP en 2009 et début 2010. Et pourriez-vous nous indiquer qui avez-vous remplacé? J'ai remplacé, dans le temps il était colonel, maintenant il est général à la retraite, le général Deto Leto Firmin. Et vous avez exercé cette fonction au sein du premier BCP jusqu'à quelle date? Jusqu'en 2010. Vous pourriez être plus précis un petit peu, s'il vous plaît? En fait, j'ai été chef de corps 2 fois 9 mois, c'est chevauché avec au milieu un stage à l'extérieur et un passage au CPCO. Donc je dirais j'ai été la première fois chef de corps en 2007-2008 et la deuxième fois, je dirais 2009-2010. Ça se chevauchait et les 2 périodes ont fait globalement 9 mois. Alors, je comprends, vous avez fait référence à l'instant au CPCO. À quelle date avez-vous été assigné au CPCO? Là encore, j'ai fait 2 fois le CPCO. La première fois, comme je l'ai signifié tout à l'heure, en 2008 et 2009, et à partir de 2010 jusqu'en 2011, je servais au CPCO. Pourriez-vous nous indiquer le CPCO? Ça veut dire quoi l'acronyme, juste pour les fins du dossier? Le CPCO, c'est le Centre de planification, de conduite et des opérations. Alors, nous allons venir dans quelques instants à vos fonctions au sein du CPCO, mais j'aimerais, avant de ce faire, savoir, lors de vos différents stages, vos différentes formations au sein de l'armée, avez-vous suivi des cours au niveau du droit international humanitaire? Oui, effectivement, mais je suis instructeur conseiller en droit international humanitaire depuis 1995.
et à qui avez-vous enseigné cette formation en droit international humanitaire? Je l'ai enseigné quand j'étais à la FIRPAC, Force d'intervention rapide paracommando, qui est l'ancien premier BCP. Et ensuite, j'ai été encadreur à l'école des forces armées. J'ai encadré une promotion d'officier où j'ai enseigné ça. Et pendant la crise, dans les années 2002-2003, j'ai été coopté avec d'autres instructeurs comme moi par le CICR pour enseigner sur les différents groupements qui se trouvaient au COM-Théâtre, sur le théâtre des opérations. Sans vous mettre des mots dans la bouche, les différents groupements au théâtre des opérations, vous faites référence aux différentes unités présentes au front? Oui, c'est cela. Quelles sont les circonstances qui ont mené à votre départ en 2010 du premier BCP pour vous retrouver au CPCO? Mon affectation s'est faite à l'issue d'un incident que j'ai eu avec un capitaine qui est commandant aujourd'hui, qui travaillait au service qui s'occupe du carburant dans l'armée de terre. Et il y a eu une altercation entre ce capitaine et moi. Juste pour qu'on se situe en 2010, êtes-vous capable de nous placer le mois, s'il vous plaît? Ce sera un peu difficile. Avant ou après le premier tour des élections? Entre les deux tours. Suite à cet incident, entrez-vous en fonction immédiatement au CPCO ou y a-t-il un délai? Juste le temps de prendre un mois de congé et j'ai rejoint le CPCO. Et avez-vous rejoint le CPCO avant ou après le deuxième tour des élections du 28 novembre 2010? J'ai rejoint le CPCO après le deuxième tour. Si ma mémoire est bonne, pendant le deuxième tour, j'étais en congé. Avez-vous rejoint le CPCO avant ou après l'assermentation de M. Gbagbo en tant que président? En décembre 2010, pardon. Je crois que j'ai rejoint juste après. Très bien. J'aimerais revenir sur un point brièvement. Le premier BCP se trouvait à quel camp à Quedo, s'il vous plaît? On sait qu'il y a un nouveau camp, on sait qu'il y a un ancien camp. C'était où se trouvent les forces terrestres, mais auquel des deux camps? Le premier BCP se situe à l'ancien camp où il y a l'état-major des forces terrestres. Maintenant, ça s'appelle l'armée de terre. C'est un état-major.
Donc, décrivez-nous les forces en présence ou les unités en présence, outre l'état-major des forces terrestres qui se trouvait à l'ancien camp à Quedo. Il y a l'état-major qui a ses bureaux et une unité qu'on appelle l'UCS, unité de commandement et des services. Il y avait le premier BCP et il y avait un sous-groupement tactique dans le temps. Donc, vous étiez le commandant du premier BCP. Qui était le commandant du l'UCS? C'était un colonel, mais je ne me souviens plus de son nom. Et qui commandait le sous-groupement tactique? Le sous-groupement tactique était commandé par le capitaine Wende Zadi. Wende Zadi. Je répète pour les fins d'enregistrement. C'était quoi ça, le sous-groupement tactique? Le sous-groupement tactique mis en place par le commandant des forces terrestres regroupait une section ou un peloton de chaque bataillon de la place d'Abidjan qui appartenait aux forces terrestres, notamment le premier BCP était représenté par une section, le premier bataillon d'infanterie était représenté par une section, le premier bataillon blindé par un peloton et le bataillon d'artillerie sol-air par un peloton également. Et juste pour confirmer, donc au sein de ce sous-groupement tactique, ces unités qui la formaient, avaient-elles leur armement organique ou était-ce un armement différent? Je pourrais répondre seulement pour la section du premier BCP que je commandais. Cette section était détachée avec son armement organique. La raison pour laquelle je vous pose la question, c'est que, étant dans le camp, donc au même endroit, vous étiez des forces en présence, n'est-ce pas? Oui. Alors, de vos yeux vus, êtes-vous capable de confirmer si le BASA et les autres unités avaient leur armement organique? Géographiquement, le sous-groupement tactique n'était pas logé dans l'enceinte du premier BCP. Il était logé dans l'enceinte de l'état-major des forces terrestres, où il y a une clôture et une route à, je dirais, 2 voies et une pelouse d'environ 50 mètres qui nous séparent. Donc je ne saurais dire quel était l'armement précis qu'avaient les autres sections ou pelotons qui composaient le sous-groupement tactique. Donc, juste pour confirmer, qui était le chef ou le commandant en chef des forces terrestres? C'était le général Leto Firmin. Alors, j'aimerais appeler
un premier document. C'est au sujet de votre assignation au CPCO. Je vais juste donner les 4 derniers chiffres à chaque fois. 0047 0740. Alors, pour voir la pièce, il va falloir aller sur Evidence Oui. 1. Monsieur le Président, juste prier notre confrère de bien vouloir chaque fois qu'il citera des pièces, rappeler le numéro d'ordre si possible, pour nous permettre de suivre immédiatement. Number on the list. Le président, oui, le numéro sur la liste, bien sûr, en fin de référence. CVOTP devrait être la même référence, n'est-ce pas? Monsieur McDonald. Le président, la référence sur la liste, s'il vous plaît. Monsieur McDonald, je vais parler français maintenant. Je suis vraiment désolé parce que ce n'est pas une habitude que j'ai de mettre les numéros, à savoir quel numéro sur la liste, car je crois que dans l'ordre de 1, dans les autres pièces, ils sont tous en ordre chronologique d'ERN, excepté pour les pièces qui sont ajoutées à la fin. Donc, si vous regardez notre liste, vous allez trouver très, très rapidement. Si on l'a, on va tenter de le faire, mais je ne l'ai pas noté. Ce n'est pas une mauvaise intention, je note pas. However, Le président, certes, mais essayez de le faire à l'avenir, parce que c'est plus facile, il est plus facile de s'y référer. Monsieur McDonald, oui, je comprends, mais les numéros se suivent en séquence. Le président, oui, c'est le numéro 53 en tout état de cause. Monsieur McDonald, je m'apprêtais à le dire justement, 52. Alors, si on pouvait appeler la pièce, s'il vous plaît. Et si vous pesez sur le bouton Evidence 1, est-ce que vous voyez le document? Oui, nous le voyons. Est-ce que vous reconnaissez ce document? Bon, c'est un document avec tout ce qu'il faut pour comprendre que c'est un document qui émane du ministère de la Défense. Il s'agit bien de votre assignation? Ce que je lis, ça concerne le commandant Mel Gérard Brice, présentement commandant en second du 1er BCP, est nommé commandant du 1er BCP par intérim. Oui. D'accord. Donc, excusez-moi, je me suis peut-être trompé de document. Là. Je vais tenter de retrouver l'ERN qui me concerne. Donnez-moi un instant. Excusez-moi, Monsieur le témoin, il y a un document qui réfère directement à votre assignation au sein du CPCO, mais on m'informe que le document pour la Chambre a été divulgué selon la règle 77, et donc je ne peux pas vous le présenter. Je laisserai mes collègues le soin de le faire s'ils le veulent bien, mais si je vous suggère que vous avez été assigné au CPCO le 8 novembre 2010, est-ce que ça vous dit quelque chose? A priori, la date
je ne me rappelle plus de la date à laquelle j'ai été affecté au CPCO. Donc, elle ne me dit rien en fait. Et revenons donc à la pièce qui est devant vous, 0047 0740. Vous confirmez que M. Mel Girard-Brice est bien celui qui vous a remplacé au sein du premier BCP? Oui, je confirme. J'aimerais revenir à la période 2002-2003. Pour un point bien précis. Donc, on sait qu'en septembre 2002, le 19, à partir de cette date, la Côte d'Ivoire est séparée en deux entre le nord et le sud. Quelles ont été vos fonctions dans les semaines qui ont suivi la séparation entre le nord et le sud? J'étais capitaine, je commandais la 2e compagnie du groupement des sapeurs-pompiers militaires. Et vous vous trouvez à quel endroit? Le 19, à cette date-là, j'étais à la compagnie, aux sapeurs-pompiers. Êtes-vous allé au front dans les semaines qui ont suivi? Oui, étant sapeur-pompier militaire, j'ai été, comme bien d'autres, engagé sur le front, comme on dit. Maintenant, vous avez fait combien de temps au front? Je suis parti en 2002 et je suis revenu en 2003-2004. À votre connaissance, y a-t-il eu embauche au sein de l'armée durant cette période, des suites, donc, de la rébellion prenant une partie du nord du pays? Oui, il y a eu un recrutement national qui s'est fait. Savez-vous combien de personnes? Il y a eu 3000 jeunes, à peu près. Durant cette période, alors que vous êtes sur le théâtre des opérations, avez-vous été visité par M. Bligoudet? Personnellement, non. L'avez-vous vu à Yamoussoukro? Je ne l'ai pas vu de mes propres yeux, mais je sais qu'il est passé à Yamoussoukro à encourager des soldats. Comment avez-vous appris cela? Nous dépendons tous du COM-Théâtre. On dépendait tous du COM-Théâtre. Il y avait son état-major à Yamoussoukro. Donc ce genre d'informations
peuvent être partagées avec les différentes unités qui dépendent du ComThéâtre. Qui était le ComThéâtre à l'époque? À l'époque, c'était le colonel, maintenant général du corps d'armée, le général Mangou Philippe. Je veux juste qu'on revienne, et on a trouvé l'erreur. Le document est... Je veux juste aller à la deuxième page, Monsieur le Président, du document 0740. Si on pouvait afficher, avec votre permission, la page 0741 pour que le témoin puisse la voir. Merci. Très bien. Alors, vous voyez la pièce? Oui, je vois la pièce. Elle est datée donc du 8 novembre. Et on indique bien qu'à compter du 8 novembre, votre affectation était donc au CPCO. Le président, le 8 novembre 2010, pour que les choses soient bien précises. D'accord? Monsieur le témoin? Est-ce que ça vous rafraîchit la mémoire? Oui. Mais, donc, comme vous dites, vous avez pris un mois de vacances et vous êtes en décembre. Prenez votre poste en tant que tel. Une affectation peut sortir sur message et puis l'individu peut être en permission. D'accord. Alors, juste avant d'en venir au CPCO, j'aimerais revenir sur une chose. Le sous-groupement tactique relevait de qui? Au-delà, pardon, pour être encore plus précis, le commandant Zadi se rapportait à qui à ce moment-là? Le sous-groupement tactique relevait directement du commandant des forces terrestres. Donc, direct. Directement. Alors, venons-en maintenant au CPCO. Décrivez-nous, car je comprends que vous avez travaillé, donc, pendant plusieurs mois, durant la crise. Quel était le rôle du CPCO? C'était quoi? Le CPCO, Centre de planification et de conduite des opérations, a toujours eu la même mission, c'est de planifier et de conduire les opérations au niveau national. Mais les opérations de quelle force? Les opérations de toutes les forces qui dépendent de l'état-major. On pourra y revenir. Donc, qu'en était-il des forces de première catégorie, la police?
relevait-elle du CPCO? Dans une certaine mesure, parce que, permettez-moi de le rappeler, vous avez dit les forces de troisième catégorie. Or, Première catégorie. Oui. Les forces de première catégorie, c'est-à-dire les forces militaires, étaient, le CPCO s'en chargeait. Maintenant, la situation a emmené le commandement à intégrer, dans une certaine mesure, les forces de deuxième catégorie, troisième catégorie, gendarmerie et police, en fonction des missions et de la situation. Il y a un terme qui était utilisé à cet effet, les FDS, Forces de défense et de sécurité. Alors, le CPCO, dans sa mission, en fonction de la situation et des missions, prenait en compte les forces des autres catégories, mais qui restaient sur leur commandement originel. D'accord. Tout à l'heure, nous viendrons à des exemples concrets, comment ceci s'exerçait ou s'exécutait sur le terrain. J'aimerais maintenant qu'on reste plus au niveau général du CPCO. Bon, où était-il situé, le CPCO? Le CPCO était situé à l'enceinte de l'état-major, dans le bâtiment principal où se logent les bureaux du chef d'état-major. Donc, au camp Gallieni. Exactement. Lorsque vous vous joignez au CPCO en décembre, qui en est le responsable ou qui commandait le CPCO? Le chef CPCO, en ce moment, était le colonel Kokou Sako, René. Quel a été votre propre rôle lorsque vous vous êtes joint au CPCO? J'ai été intégré dans l'une des cellules, notamment la cellule J5, planification. Est-ce que vous aviez entre vous et M. Sako, y avait-il une hiérarchie intermédiaire ou une personne à qui vous vous rapportiez avant de vous rapporter à M. Sako? Le colonel Sako, étant le chef CPCO, cumulait aussi la petite fonction de chef de cellule J5 planification. Donc, comme j'étais intégré à cette cellule, je travaillais directement avec le colonel Sako. Combien de cellules y avait-il au sein du CPCO? Et dites-nous lesquelles, s'il vous plaît. Je vous cite les principales. Il y a la cellule J5, comme je le disais tantôt, la planification. La cellule J3, qui s'occupe effectivement de conduire les opérations. Donc on l'appelle la conduite.
Il y a la cellule J2 qui se charge du renseignement tactique. Il y a la cellule J4 qui s'occupe de la logistique. Il y a la cellule J1 qui s'occupe du personnel. Il y a la cellule J9 qui s'occupe de tout ce qui est, je dirais, relation avec les actions civilo-militaires. Il y a la transmission. En fait, voici les principales cellules qui composaient le CPCO. Juste, j'attends pour que le transcrit nous suive un petit instant. Donc, il y avait, juste pour clarifier, il y avait une cellule transmission. Oui, affirmatif. Et ça, c'était la J quoi? Quel numéro? La transmission, c'est J6 ou 7. Essentiellement, c'est la structure normale de toute armée, de J1 à J9, qu'on retrouve de par le monde. Oui, exactement, oui. D'accord. Vous étiez, lorsque vous arrivez, n'est-ce pas, en décembre, on va utiliser cette date comme date référence pour ma question. Lorsque vous vous joignez, donc, au CPCO, donnez-nous une ordre de grandeur. Il y a combien de personnes travaillent là? N'étant pas du J1, il me serait difficile de donner un effectif précis. Allons-y avec des approximations. Les cellules avaient en moyenne 5 personnes. En moyenne, plus on avait un groupe de sécurité pour les locaux. Je dirais que le CPCO n'avait pas un effectif de plus de 50, 60 personnes. Et ça peut sembler une question un peu bête, mais je la pose pour les fins du dossier. Le CPCO se rapportait à qui? Le CPCO, c'est l'organe de réflexion du chef d'état-major dans le domaine opérationnel. Donc, il se rapporte directement au chef d'état-major. Décrivez-nous, j'aimerais comprendre maintenant les modes de réunion, d'échange d'informations au sein du CPCO. Premièrement, y avait-il des réunions? Oui. Oui, il y avait des réunions. Est-ce que ces réunions étaient structurées à heure fixe? Ça dépendait des moments. On sait que dans un camp militaire, il y a un rassemblement tous les matins, généralement. J'utilise ça comme exemple. Maintenant, au sein du CPCO, y avait-il un rassemblement matinal? Non, il n'y avait pas de rassemblement. Le CPCO n'est pas un corps de troupes. Le CPCO n'est pas une unité constituée. Le CPCO, c'est une partie de l'état-major. C'est des cellules, c'est des bureaux. Donc il n'y a pas de rassemblement à proprement parler.
les réunions tous les vendredis, tout le lundi matin, nous avons un briefing d'ensemble. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, le CPCO vit en fonction de l'activité opérationnelle. C'est l'activité opérationnelle qui va permettre de préciser ou d'organiser les différents briefings, les différentes réunions. Voilà comment ça se passe. Donc, les événements sur le terrain semblent dicter la fréquence des rencontres. Exactement. Et juste pour clarifier, quand vous dites tous les lundis, généralement tous les vendredis, il y a un meeting, est-ce qu'il s'agit de tous les 50, tout le staff du CPCO? Ça comprend qui? Ça comprend, sinon ça concerne les chefs de cellule. Et puis, nous avons une permanence qui est faite par des officiers qui viennent des autres unités, les week-ends, qui prennent des permanences, donc qui reçoivent un certain nombre d'informations. Donc ce bilan-là, en fait, doit être partagé par les différents chefs de cellule. D'où l'objectif de cette réunion du lundi matin. Et en temps normal, qu'en est-il de la présence du chef d'état-major à ces débriefings du lundi et du vendredi? Non, le chef d'état-major ne participait pas à ces réunions hebdomadaires du lundi. Pourquoi vous a-t-on affecté au CPCO? Je comprends qu'il y a eu l'incident, mais vous auriez pu être... Premièrement, avez-vous été discipliné? Pardon, je vais reformuler. Pour cette altercation avec ce capitaine, avez-vous été discipliné? Excusez-moi, Monsieur le Président, si la question peut être un peu plus précise parce que je ne comprends pas. Avez-vous été sanctionné au niveau disciplinaire? Affirmatif. Affirmatif, j'ai été sanctionné. Et quelle a été cette sanction? J'ai eu des jours d'arrêt de rigueur et j'ai été affecté, j'ai été relevé de ma fonction de chef de corps. Pourquoi vous assigne-t-on au CPCO, à votre connaissance? Ça pouvait être ailleurs. Comme tout officier diplômé d'état-major, je suis habilité à servir au CPCO. Avez-vous été approché avant d'être affecté au CPCO pour justement discuter d'une possible affectation au CPCO? Non, je n'ai pas été approché. J'ai eu mon affectation en bonne et due forme et j'ai rejoint mon poste.
Alors, expliquez-nous un petit peu plus maintenant votre rôle spécifique au sein du CPCO. Mon rôle au CPCO, à la cellule J5, c'est en fonction des renseignements que nous avions venant du J2, comme je l'ai dit plus haut, le J2 qui est les renseignements tactiques, en fonction aussi de ce qui s'y passe, qui est, on va dire, géré par le J3 qui fait la conduite, le J5 auquel j'appartenais, ce bureau, il anticipait pour planifier et rédiger. Voilà succinctement où mon rôle. Et pourriez-vous nous expliquer, vous anticipez quoi au juste? Nous sommes des néophytes, c'est juste pour comprendre, bien comprendre votre rôle. Mais nous étions de façon générale en crise. En guerre. Enfin, c'est des termes employés. Donc, sur le terrain, il y a ce qu'on appelle des combats qui se déroulent sur un territoire, sur une zone. Eh bien, le CPCO, par le J3, conduit ces opérations au jour le jour, avec les moyens, avec les unités, les déplace, fixe les missions, bien sûr à travers des ordres. Mais pendant ce temps, on cherche à savoir ce qu'il y aura demain, éventuellement. Et bien sûr, de prévoir, d'anticiper. C'est ça un peu le rôle du J5. Et vous avez mentionné tout à l'heure, et je vais avoir des questions pour suivre ce que vous venez de mentionner, mais juste avant, vous faites des écrits. Quel type d'écrits? Ce sont des ordres d'opération. Dans un ordre d'opération, il y a plusieurs parties. Donc, le J5, l'ordre d'opération se confectionne à partir du travail de toutes les cellules. Et donc, forcément, à l'intérieur, le J5 a sa part. Bon, on a des outils pour travailler aussi, c'est un peu du détail, mais on a des tableaux de planification. Toujours en tenant compte de l'existant, de ce qui se passe, de nos moyens. Donc, en un mot, c'est de l'anticipation. Pardon, qui approuve les ordres opérationnels? Le chef d'état-major. Qui, l'on sait à cette époque, était le général Mangou. Exactement. Maintenant, c'est une chose que j'aimerais juste clarifier, parce qu'on l'oublie des fois peut-être. Quelle est la zone opérationnelle Est-ce que ça se limitait à Abidjan ou est-ce que ça couvrait l'ensemble du pays? Quelle zone? Le CPCO, son rôle,
s'étend sur tout le territoire, c'est-à-dire précisément le théâtre, qui est commandé par un comme théâtre, et puis la zone d'Abidjan, au fur et à mesure, qui devenait un deuxième théâtre des opérations. Donc le CPCO avait à charge, en matière dans son rôle, tout le territoire. Donc, entre décembre et avril, décembre 2010 et avril 2011, pour être plus précis, le CPCO ne se concentre pas uniquement sur Abidjan. Il y a également les responsabilités au théâtre des opérations. Oui, effectivement, le ComThéâtre, en tant que structure, dépendait du CPCO. Le CPCO, c'est l'organe national. Le ComThéâtre, comme cela se dit, c'est un théâtre d'opération avec une zone précise. Donc, il peut avoir, dans un conflit, plusieurs théâtres. Et à un moment donné, il y avait le théâtre des opérations au niveau de, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le nord et le sud. Et puis, Abidjan est devenu un autre théâtre des opérations. Et selon vous, quand Abidjan est-il devenu un autre théâtre des opérations? Grosso modo, on dira après le deuxième tour des élections présidentielles, qu'Abidjan est devenu véritablement, je dirais comme ça, un deuxième théâtre. Une fois que les ordres opérationnels, les ordres d'opération étaient approuvés par le chef d'état-major, comment étaient communiqués les ordres pour la conduite de ces opérations? Bon, les deux voies royales, c'était des messages portés ou par le fax. Du CPCO, les états-majors des armées terre, air, mer recevaient les ordres. Donc, portés de main à main? Oui. Excusez-moi, je dois ralentir pour éviter le chevauchement. La règle des 5 secondes. Donc, vous avez mentionné qu'il y avait des ordres qui étaient portés, c'est-à-dire livrés de main à main. C'est bien cela? Oui, c'est cela. Et de l'autre façon, c'était le bon vieux fax. Oui. Mais lors de la conduite ou l'exécution d'opérations elles-mêmes, donc l'ordre écrit est délivré, lorsqu'une mission doit être exécutée ou une opération doit être exécutée, comment se faisait la communication entre le terrain et le CPCO? Bien. On avait, il y a la cellule transmission qui mettait en place un réseau ou plusieurs réseaux, mais les difficultés étaient grandes, donc la communication se faisait aussi par cellulaire.
Donc un téléphone portable. Oui, un téléphone portable. Et pourquoi la communication par radio? Bon, je vais revenir. Quel type de radio? Bon, les VHF. Oui. Pourquoi la communication était-elle difficile par ce moyen de communication? Bien, c'était un problème de moyens. C'était un problème de moyens, de matériel performant, je vais dire ça comme ça. J'aimerais qu'on discute de la sécurisation de la ville d'Abidjan. Nous avons des documents, on va y venir. Comment était organisée la sécurisation de la ville d'Abidjan? À un moment donné, Abidjan devenait très difficile, l'insécurité galopante, des attaques par-ci par-là. Je le dis parce qu'il y a une décision qui a été prise par le chef d'état-major par rapport à ce qui se présentait à lui. Il a décidé de diviser Abidjan en 5 zones de sécurité. De mémoire, vous rappelez-vous quelles étaient ces zones? Bon, il y avait la zone du plateau, de Koumansi, d'Abobo, puis il y avait 2 autres. Donc je ne me souviens plus précisément où étaient les PC. Très bien. Alors, je vais appeler, et il semble que nous en ayons 2 versions du même document, mais je vais appeler le 0045 0112. Numéro 39 sur notre liste. Et pardon. 112 is 40. 112, c'est le 40, dit le président. 112, c'est le 40. Monsieur MacDonald, bien, c'est peut-être une erreur. Le président, oui. Monsieur MacDonald, sur la liste que nous avons, malheureusement, il est inscrit 39. Mais nous allons essayer de régler cela. En tous les cas, ce n'est pas loin. Est-ce que vous voyez bien le document? Il y a 6 zones. Oui, je le vois, il y a 6 zones, effectivement. Alors, on va venir au fait qu'il y ait 6 zones, mais je veux juste, avant d'aller à cela, alors, premièrement, vous reconnaissez ce type de document? Oui, je le reconnais. Décrivez-nous c'est quoi, s'il vous plaît. Je sais qu'on peut lire et qu'on peut le voir, mais dans vos propres mots, et on va le faire avec ce premier document-là, Monsieur le Président, on ne le fera pas avec les autres. C'est juste pour établir la base.
le template, si on veut, de ces documents qui émanent de l'état-major? Bon, c'est un document qui vient d'état-major. C'est mis FMCMA, chef d'état-major, qui est adressé à tous les grands commandements, comment se fait de la gendarmerie, la direction générale de la police nationale et les différentes forces terre, air, mer, donc à l'ensemble des forces. Et pour info, le ministre de la Défense. Et puis d'autres unités comme le Comthéâtre, qui est informé aussi de ce qui se passe sur Abidjan. Donc l'objet, renforcement du dispositif de sécurité. Et ce message nous présente effectivement l'intention du chef d'état-major qui est de diviser Abidjan en 6 zones. En 6 zones, je le lis rapidement, la zone de Yopougon, la zone d'Abobo à Niama, la zone d'Adjamé Plateau, la zone de Cocody, la zone de Sud-Abidjan et la zone port autonome d'Abidjan. Donc voilà l'essence, quintessence de ce message. Très bien. Et j'aimerais qu'on ait, si on pouvait aller maintenant à la dernière page, juste pour clarifier, 0116, s'il vous plaît. Si on pouvait faire un zoom-in sur la signature. Je comprends que vous n'êtes pas un expert, mais est-ce bien le type de signature du chef d'état-major que vous aviez l'habitude de reconnaître et de son étampe? Bon, c'est le général de corps d'armée Philippe Mangou, chef d'état-major des armées, avec une signature. Est-ce la première fois que vous voyez sa signature? Non, ce n'est pas la première fois. Est-ce ce que vous aviez l'habitude de voir normalement? Oui, c'est celle-là. Oui, c'est celle-là. D'accord, très bien. Qui commandait, et on va le voir plus tard, les 6, je comprends qu'il y avait 5 au début, il y a une 6e zone, le port d'Abidjan, on a un document à ce sujet, mais qui commandait ces zones? Pour la circonstance, le chef d'état-major a désigné le commandant des forces terrestres, le général Deto Leto Firmin, comme le directeur de cette organisation. Donc, les 6 zones étaient, la hiérarchie directe était le commandant Deto Leto, c'est-à-dire le général Deto Leto. Oui, c'est le général Deto Leto Firmin, commandant des forces terrestres, qui était le directeur de cette articulation-là. C'est à lui qu'on rendait compte. Et le général Deto Leto se rapportait à qui? Le général Deto Leto se rapportait au chef d'état-major. Qu'en est-il advenu donc du CPCO? Et on va y mettre une date. Mais le CPCO, qu'est-il advenu du CPCO lorsque
comme vous le dites vous-même, j'utilise vos mots, le général Detto-Leto devient le directeur de ce schéma. Le CPCO est resté en l'état. On lui a juste enlevé la gestion de cette articulation. Parce que, je le disais tout à l'heure, qu'il y avait le théâtre initialement et qu'Abidjan est devenu un deuxième théâtre. Donc pour cette articulation, précisément, le chef d'état-major a confié la direction au général Detto, commandant des forces terrestres. Mais le CPCO était toujours là. Êtes-vous capable de nous situer dans le temps pour nous préciser vers quelle date le général Detto-Leto devient donc le commandant de la conduite des opérations sur le terrain? À Abidjan. Pour Abidjan, oui. Pour Abidjan, oui. Je ne saurais donner de date. Ce que je peux dire, c'est que quand l'ordre est sorti pour décliner cette articulation sécuritaire, un chef a été désigné, c'était le général Detto, par le chef d'état-major. J'aimerais appeler un document, mais je veux juste m'assurer que j'ai pas de... Si vous me permettez, je dois juste trouver le numéro ERN pour être bien certain. Hein. Il s'agit du CIV OTP 00710520. Soit le numéro 66 ou 67, tout dépendant de la liste. Tab number 66. Onglet 66. Vous voyez le document? Oui, je vois le document. Étant un ancien du premier BCP, êtes-vous familier avec ce genre de document? C'est toujours des messages. Hein. La différence, c'est que celui-ci émane du COMTER, du commandement des forces terrestres, et il s'adresse à toutes les unités qui sont sous son commandement et en informe le chef d'état-major à titre de compte-rendu. Et on voit bien une référence qui émane, cette référence de qui? Je sais qu'on peut lire les acronymes, mais c'est bien de l'avoir au dossier de vous-même. Oui. La référence, état-major CPC conduit du 25 février 2011 relatif à objet. Ça veut dire qu'il y a eu un ordre, je comprends bien, de l'état-major, CPCO. Oui, et dans ce cas de figure, il peut y avoir un ordre qui n'est pas forcément la continuité qu'on a devant nous, mais un ordre qui a un rapport avec ce message. Donc la référence, c'est ça. Ça peut être un ordre ou un autre message qui était fait,
et que celui-là qui porte la référence dépend de différentes façons. Ce n'est pas forcément linéaire, ce n'est pas forcément la continuité. Alors ici, ça semble bien anodin, mais on a donc le colonel-major Kouloubla qui transmet une information émanant du CPCO au sujet de la salle de conférence. Et qu'en date du 21 février 2011, donc, ce qui est la salle de conférence de l'état-major est utilisée comme poste de conduite des opérations, dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, l'accès y est strictement contrôlé. Première question. Par rapport à cette date du 21 février où l'on note que la salle de conférence est maintenant spécifiquement pour la conduite des opérations, par rapport à cette date, savez-vous si M. Deto-Leto est devenu le commandant de la conduite des opérations à Abidjan autour de cette date? Franchement, je vais raisonner, mais pas par rapport à la date. Sinon, je ne pourrais pas dire grand-chose. Par rapport au message, quand il y a eu l'ordre du chef d'état-major qui donnait l'articulation sécurité au niveau d'Abidjan et la désignation du général Deto comme le directeur de cette organisation, inévitablement, un lieu a été retenu pour constituer le PC. Donc, c'était la salle de conférence. Donc, partant de là, les forces terrestres, comme d'autres forces qui vont venir à l'état-major, doivent savoir dorénavant que ce lieu est un lieu strictement interdit, sauf avec un badge. Le colonel-major Kouloubla étant le commandant second des forces terrestres, il a même signé PO. C'est comme si c'était le général Deto qui informait ses hommes que dorénavant, quand vous irez à l'état-major, ici, en salle de conférence, voilà la nouvelle situation. Nous allons prendre une pause, Monsieur le témoin, sous évidemment la conduite de la Chambre. Yes. Président, oui. Nous allons maintenant faire une pause d'une demi-heure et nous reviendrons pour la deuxième session de la journée. Je voudrais juste rappeler au procureur que lorsque vous dites « nous pouvons lire les colonnes », mais je pense que c'est important de faire figurer cela au dossier. Nous l'avons au dossier à partir du moment où cela est affiché à l'écran. Donc, et nous l'avons donc de deux façons, je dirais cette fois-ci, au dossier. Bien, nous suspendons la séance jusqu'à 11h30.